9h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. En eau potable, les communes arides cherchent des alternatives aux sources pluviales. Nous verrons l'exemple à Biogra où une nouvelle station de dessalement sort de terre. L'ensemble des communes avoisinantes sont approvisionnées. Escale sportive en fin de journal sur les pas de nos coureurs du marathon des Sables. La 4e étape s'est jouée hier. Sur le peloton de tête, la légende marocaine Mohamed El Morabiti en eau potable. Les communes arides cherchent des alternatives aux sources pluviales. Nous verrons l'exemple à Biogra où une nouvelle station de dessalement sort de terre. L'ensemble des communes avoisinantes sont approvisionnées. Escale sportive en fin de journal sur les pas de nos coureurs du marathon des Sables. La 4e étape s'est jouée hier. Sur le peloton de tête, la légende marocaine Mohamed El Morabiti s'adjuge la première place. À suivre les temps forts de la compétition. Bonsoir. À la une de l'actualité, les travaux du Conseil de gouvernement réunis ce jeudi sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhnouch. À l'ordre du jour, l'approbation d'une série de projets de décrets, dont celui relatif au Bureau marocain des droits d'auteur et des droits voisins. Le Conseil a également approuvé le projet de décret déterminant les règles du transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, ainsi qu'un projet de décret relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution navires de pêche maritime. Lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Baïtès, a révélé que le coût du dialogue social se chiffre à près de 9 milliards de dirhams, sans compter le montant réservé aux promotions qui étaient gelées pendant 2 années. Ce montant englobe tous les secteurs concernés par le dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux et qui s'est déroulé dans un cadre empreint de respect et de responsabilité, a-t-il noté. Puis en droite ligne avec les objectifs de mise en œuvre du chantier royal portant sur la réforme du système national de santé, 5 projets de loi ont été adoptés hier à la majorité à la Chambre des représentants. Il s'agit des projets relatifs à la création de groupements sanitaires territoriaux, aux garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé, à la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé et de la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Enfin, il s'agit du projet de loi portant régime d'assurance maladie obligatoire dédié aux personnes capables de s'acquitter de leurs cotisations et n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée. Dossier du Sahara marocain, le Congrès péruvien décide de créer un groupe de soutien et d'appui à l'initiative d'autonomie marocaine. Annoncé lors de la 2e réunion institutionnelle du groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc, tenue avant-hier au siège de l'institution législative péruvienne. La création de ce groupe vise à appuyer l'autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine en tant que seule et unique solution aux différends régionaux autour de ce territoire et de sensibiliser le pouvoir exécutif au Pérou sur la pertinence de cette proposition. À présent, ce gros coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire. 13 individus partisans de la soi-disant organisation terroriste État islamique ont été interpellés aujourd'hui. Âgés entre 19 et 49 ans, les mises en cause sont notamment impliqués dans la préparation de plans subversifs visant des installations nationales névralgiques, ainsi que des éléments et institutions sécuritaires dans le cadre des opérations du terrorisme individuel. Boubkar Nrabrit pour les précisions. Les 13 individus partisans de la soi-disant organisation terroriste État islamique ont été interpellés dans les villes de Casablanca, Bni Mellal, Mohammedia, Khnefra, Temara, Tiflet, Tanger, Qsar el-Kbir, Rissani et Berkane. Les suspects sont âgés de 19 à 49 ans. Le parquet chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme a directement supervisé les procédures d'intervention et d'interpellation des suspects suite à des opérations sécuritaires menées dans ces différentes villes, indique un communiqué du BCIJ.
Les perquisitions effectuées dans les domiciles des individus interpellés ont permis la saisie de plusieurs matériels et supports numériques qui seront soumis aux expertises techniques nécessaires de publications écrites contenant des discours des théoriciens de la pensée extrémiste et de tracts autorisant les opérations suicides et incitant à la violence. Selon les données préliminaires de l'enquête, certains des suspects sont impliqués dans la préparation de plans subversifs visant des installations nationales névralgiques ainsi que des éléments et institutions sécuritaires dans le cadre des opérations du terrorisme individuel. Les mises en cause ont adhéré de manière effective à la préparation de ces plans en identifiant les cibles et en menant parallèlement des recherches intenses pour obtenir les informations devant servir dans la fabrication d'explosifs, précise le BCIJ. Les investigations ont révélé que certains des mis en cause ont tissé des liens suspects avec des éléments terroristes en dehors du Maroc en vue de rallier l'une des branches de Daesh, particulièrement dans la région du Sahel et du Sahara. Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet compétent en vue d'identifier leurs plans et projets terroristes et d'élucider leurs éventuelles ramifications régionales et internationales avec les organisations terroristes en dehors du Maroc. Pour plus d'éclairage autour de cette opération sécuritaire d'envergure, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Monsieur Mohamed Belhamou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. D'abord, cette interpellation traduit encore une fois l'efficacité de l'action des services sécuritaires marocains qui travaillent en étroite collaboration pour déjouer toute tentative ou menace terroriste. C'est dire que la vigilance ne faiblit pas en termes de lutte antiterroriste ? Absolument, la vigilance, elle est toujours là et il faut aussi donc se dire que cette opération démontre très bien que les services de sécurité marocains sont bien conscients que le risque terroriste il est toujours donc présent et qu'il faut toujours être vigilant et ne pas donc céder à la routine qui est celle qu'on a pu constater ces derniers temps de voir que des actes ou des cellules donc sont moins actives. Il est clair que les services, nos services de sécurité, avec donc une grande vigilance, avec un grand professionnalisme aussi et avec une grande expertise, sont aujourd'hui donc à l'affût de tout ce qui peut menacer la sécurité des citoyens, la sécurité du pays et la sécurité aussi donc des biens de l'ensemble donc de nos concitoyens. Justement, Monsieur Belhamou, le Maroc conduit une stratégie proactive en matière de lutte antiterroriste. C'est bien ça ce qui fait le fort ou l'efficience de la stratégie du Maroc ayant permis de démanteler ou de neutraliser plusieurs organisations extrémistes. L'approche du Royaume est aujourd'hui un exemple réussi. Quel bilan en faites-vous à ce jour ? C'est un bilan très largement donc positif et c'est un bilan qui est internationalement donc reconnu. On parle aujourd'hui donc d'une école marocaine donc du renseignement. Et on parle aujourd'hui donc de l'expérience marocaine dans de la lutte contre le terrorisme comme un modèle. On a vu que beaucoup de pays donc sont venus donc pour s'inspirer de cette expérience et cette expérience elle a été présentée même aux Nations Unies et un peu partout. Donc aujourd'hui les services de sécurité donc marocains ont aujourd'hui donc une reconnaissance mondiale et le résultat il est là, donc leur efficacité, leur expertise, leur expérience aussi et la politique donc bien sûr donc anticipative et la lecture donc qu'ils ont de l'ensemble des menaces et des risques, même donc les menaces et les risques donc émergents. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'attentats et beaucoup d'actes malveillants ont été déjoués et nos services de sécurité aujourd'hui donc sont parmi les meilleurs au monde dans la lutte contre le terrorisme. Et justement dans cette lutte face à la menace terroriste qui guette non seulement notre pays mais également le monde entier, le Maroc peut se targuer d'être un acteur incontournable en matière de coopération. Il est un partenaire stratégique pour de nombreux pays voisins mais également outre-Atlantique où grâce à l'expertise et à la qualité des renseignements marocains, plusieurs attentats ont été déjoués. Comment cette
expérience marocaine s'exporte-t-elle à l'international aujourd'hui et quel est son impact? Je pense que le Maroc, il a construit sa stratégie autour donc de deux dimensions. La première, donc, elle est nationale, cette coopération interservice qui se fait en temps et en heure. Donc, cet échange et collecte et analyse donc de l'information et la transformation donc de cette information donc en renseignement, donc qui se fait donc avec un professionnalisme et avec aussi donc une expertise extraordinaire, mais aussi donc le Maroc et les services de sécurité marocains donc ont compris depuis le début que la menace terroriste est une menace donc globalisée. Donc la réponse, elle doit l'être aussi. C'est pourquoi dans l'approche marocaine, il y a la dimension donc de la coopération internationale. Les services marocains agissent bien sûr donc avec la responsabilité et le devoir aussi qui est celui de donc dans une lutte contre le terrorisme qui vise à préserver les vies humaines là où ils sont, le Maroc partage ses renseignements quand il s'agit bien sûr donc de déjouer des actes malveillants et des actes terroristes là où ils sont. Beaucoup de pays, donc on peut en citer donc européens, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne et j'en passe. Donc en Europe, en Afrique, la Côte d'Ivoire et d'autres, donc beaucoup de pays ont profitent donc et bénéficient de cette coopération à laquelle donc les services sont ouverts. C'est ce qui fait que aujourd'hui donc le Maroc est un acteur incontournable dans toutes les équations donc de sécurité, que ce soit sur le plan régional ou international. Monsieur Mohamed Benhamou, président du Centre marocain des études stratégiques, merci pour tous ces éclairages. Merci pour l'invitation. Nous enchaînons avec cette information sécuritaire qui nous vient cette fois-ci de la brigade locale de la police judiciaire d'Asséla. Une enquête a été ouverte ce matin sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances d'avortement d'une tentative de trafic international de drogue qui s'est soldée par la saisie de 900 kilos de Chira. Cette opération menée en coordination avec les éléments des gardes-côtes des forces armées royales au niveau du littoral d'Asséla s'est soldée par la saisie de 30 ballots de Chira d'un poids total de 900 kg. Direction à présent Biougra, la commune est désormais dotée d'une station de dessalement d'eau de mer. Opérationnelle, la station a déjà livré les premiers volumes d'eau dessalée destinés à l'alimentation en eau potable. Une alternative efficace pour parer au danger du stress hydrique qui guette la région. Omé Marmli. Pallier le manque d'eau tombée du ciel en misant sur celle venue de la mer. Voilà le but de cette nouvelle station de dessalement. Nous sommes dans la province de Biougra. Ici, l'eau se fait rare. Un manque qui mettait à mal le quotidien de ses habitants. Avant, nous manquions d'eau courante, mais depuis la mise en service de cette station, les choses se sont améliorées. Nous souffrons beaucoup du manque de pluie et nous sommes heureux de la mise en service de cette station de dessalement des eaux de mer. Cette station permet l'approvisionnement de l'ensemble des communes avoisinantes en eau potable. Des équipements de pointe et un personnel qualifié pour assurer la production continue de cette matière vitale. Nous travaillons avec un matériel aux normes internationales. Nous traitons et surveillons la qualité de l'eau constamment, notamment à la salinité. C'est un travail méticuleux. Ce projet a nécessité un portefeuille de 80 millions de dirhams. Il est pensé pour soulager les habitants qui souffrent du manque d'eau sur une distance de 22 km. Il se compose de 2 stations de dessalement, celle en service aujourd'hui et une autre dont les travaux ne sont pas encore achevés.
Cette nouvelle infrastructure vient s'ajouter à celle de Choukaït Baha, une manière d'alléger la pression sur les provinces du Sud où la croissance démographique et le développement urbain des cités sont importants. Il s'est lancé sous le soleil tapant du désert du sud marocain à l'assaut de dunes, pistes et tout autre type de terrain. Le Marocain Mohamed El Mourabiti a remporté la 4e étape de la 37e édition du Marathon des Sables. Pour l'athlète, c'est désormais la dernière ligne droite avant la 5e étape, décisive pour déterminer le vainqueur de cette édition. Le palmarès de cette 4e étape avec Boubkar Nrabret. 8h14 et 45 secondes pour boucler les 90 km entre Jbel Zirg et Jdeid dans la province de Rachidia. C'est le temps qu'il a fallu à Mohamed El Mourabiti pour remporter cette 4e étape. 2 autres coureurs marocains ont franchi la ligne d'arrivée. Aziz Yeshou, auteur de 8h14 45 secondes, et Rachid El Mourabiti, tenant du titre, 8h14 58 secondes. Chez les dames, la Marocaine Aziza Amrani a remporté la 4e étape également, après avoir parcouru la distance en 11h44 39 secondes, suivie de la Française Marlène Nakash qui a terminé 2e, 11h50 4 secondes, tandis que la Japonaise Tomino Bito est arrivée 3e, 12h48 3 secondes. Un total de 1250 coureurs ont pris le départ de cette 37e édition. Le comité d'organisation a réuni toutes les conditions pour la réussite de la manifestation. Ça va les garçons? On se croirait presque dans le désert. Il y a pour les nouveaux surtout d'acclimatation. On a beaucoup de chance avec la météo. Là, 28 degrés, le petit vent. Alors ça, le vent, c'est un grand luxe. Toutes les conditions idéales de course. Le marathon laisse des traces. Le staff médical est composé de 61 médecins, dont plusieurs podologues. Les doc-trotters sont aux petits soins pour les pieds des 1250 coureurs. J'aime le Maroc, j'aime le trail, j'aime soutenir les sportifs. Je suis médecin généraliste, mais je fais beaucoup de prévention. J'aime accompagner les gens dans le dépassement de soi. On a 17 podologues qui viennent soigner les athlètes. Donc voilà, et des coups de chaud, de la déshydratation. On leur explique bien qu'il faut prendre du sel avec de l'eau. Et tous les sportifs sont pas partants. La 5e étape de cette édition du Marathon des Sables, prévue jusqu'au 1er mai, sera disputée demain sur 42,2 km. Avec 9 victoires à son palmarès, Rachid El Mourabiti pourrait égaler le record de Lahsana Hamsal, grande légende du Marathon des Sables. 3 femmes, 3 artistes. Elles s'appellent Rebecca Brodskis, Amina Azrek et Rahmal Houssig. Elles se sont réunies à l'occasion d'une toute nouvelle exposition organisée depuis hier soir à l'American Art Center de Casablanca. Malgré des univers plastiques très différents, elles interrogent toutes les 3 ces notions fugitives que sont le temps, le présent et le passé, mais aussi le futur, déjà en transit entre 2 mondes. Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando. 3 femmes sont donc au programme de cette exposition qui a pour titre « L'avenir est au passé ». De quoi susciter soit la confusion, soit diverses réflexions en un temps éclair. C'est certainement un voyage dans le temps. Certainement aussi une lumière sur les époques. Parce qu'on a vu sur une des œuvres un voyage à travers le temps dans Casablanca. Et là, on est dans un univers d'une petite fille, mais qui est déjà adulte. Donc, on est en train de voyager quelque part dans le temps. Donc, c'est sûrement évocateur d'un voyage dans le temps, très certainement. C'est aussi le cas de Rebecca Brodskis qui, à travers de troublants portraits de femmes, semble vouloir convoquer le souvenir de sa propre grand-mère, également artiste peintre, qui était arrivée au Maroc en 1938. Je pense que c'était tout un contexte aussi historique. On vient d'une famille juive, elle est arrivée ici avant la Seconde Guerre mondiale. Donc rentrer en Europe après la Shoah, je pense qu'elle n'avait pas spécialement envie. Et ensuite, elle s'est recréée un monde ici, un monde qu'elle aimait. Elle a rencontré énormément de jeunes artistes qu'elle avait envie d'aider. Avec elle, tout son univers et tout un apport européen. Et donc elle est restée là et elle a adoré sa vie au Maroc et elle l'a transmis à toute notre famille.
Le passé serait-il un vecteur d'avenir ou l'avenir serait-il un présent que nous fait le passé ? Ce qui est sûr, c'est qu'aux côtés de ces 3 jeunes femmes artistes et de leur œuvre, le temps principal semble rester avant tout celui de l'instant. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Excellente suite des programmes à tous sur Alioula.